L'autoroute était un ruban noir qui se déroulait sans fin devant moi. Les lumières de Lyon s'estompaient dans mon rétroviseur. De petites étoiles artificielles qui perdaient leur éclat à chaque kilomètre. Le silence dans la voiture était total, seulement brisé par le ronronnement monotone du moteur. Je conduisais sans but, fuyant une maison qui n'était plus la mienne, une vie qui s'était brisée en 1000 morceaux. Une seule image tournait en boucle dans mon esprit, claire et cruelle. Le visage de Léa. Pas son sourire, ni ses éclats de rire d'enfant. Non. Son visage pâle, figé par le choc, baigné par la lumière bleue et saccadé d'un gyrophare de police. Ses yeux, grands ouverts, ne me regardaient pas avec gratitude, mais avec une horreur infinie. Comme si j'étais le monstre qui venait de détruire son monde. Et peut-être que je l'étais. 2 semaines plus tôt. Le silence à table était une chose à laquelle j'étais habituée. C'était un silence lourd, épais, qu'on aurait pu couper au couteau. Sophie, ma femme, piquait distraitement sa salade, son esprit visiblement ailleurs. Léa, ma fille de 16 ans, avait les écouteurs sur les oreilles, même si aucune musique n'en sortait. C'était sa barrière, son armure contre le monde, et surtout, contre moi. Le bac blanc. Ça s'est bien passé? Ai-je demandé? Juste pour briser la glace. Elle a haussé les épaules sans lever les yeux de son assiette. Comme d'hab. Comme d'hab, voulait tout et rien dire. C'était sa réponse standard. Un mur de briques verbales qu'elle construisait entre nous. J'ai soupiré intérieurement. J'étais Paul Fournier, expert comptable. Ma vie était faite de chiffres, de bilans, de prévisions logiques. J'aimais l'ordre et la clarté. Mais ma propre fille était une équation que je n'arrivais plus à résoudre. Sophie a senti la tension. Elle a toujours eu ce talent pour sentir les orages arriver. Chérie, laisse-la respirer. Elle travaille dur? A-t-elle dit d'une voix douce, apaisante. Mais sa douceur ne faisait que jeter de l'huile sur le feu de mon impuissance. Je l'aimais. Ma fille. Plus que tout. Mais je ne savais plus comment le lui montrer. Mon amour s'exprimait par des actes, pas par des mots. Chaque matin, c'était le même rituel. Je me levais avant tout le monde pour aller chercher une baguette fraîche à la boulangerie du coin. Sur les pentes de la Croix-Rousse. Je m'assurais que son scooter avait assez d'essence et que les pneus étaient bien gonflés. Je vérifiais que son abonnement de métro était à jour. C'était mes « je t'aime » à moi. Des gestes silencieux. Concrets. Que Léa ne voyait probablement même pas. Ou qu'elle considérait comme acquis. Ce soir-là, elle a finalement levé les yeux. Et j'ai su qu'elle allait demander quelque chose. Son regard avait cette lueur de défi calculé. Il y a une soirée? Samedi. Chez Chloé. Chloé. Je n'aimais pas cette Chloé. Une fille qui semblait plus âgée que ses 16 ans. Avec une assurance qui frisait l'arrogance. Une soirée où? Ai-je demandé? Ma voix déjà plus dure que je ne l'aurais voulu. Sur la presqu'île. C'est juste une petite fête. Entre amis. Presqu'île. Ça veut dire tard. Ça veut dire des gens que je ne connais pas. Non. Léa. Tu as le bac à la fin de l'année. Tu devrais te concentrer. La tempête a éclaté. Me concentrer? C'est tout ce que tu sais dire. Tu ne penses qu'à ça. Au bac? Aux études? À ton plan parfait pour ma vie. Sa voix montait d'un cran. Vibrante de colère contenue. Je pense à ton avenir. C'est tout.
Non. Tu penses à me contrôler? Tu ne me fais jamais confiance. Je te fais confiance à toi. Léa. Ce sont les autres auxquels je ne fais pas confiance. Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant le parquet. J'en ai marre. J'étouffe ici. Elle a tourné les talons et s'est enfermée dans sa chambre. La porte a claqué. Un son final et sans appel. Sophie a posé sa fourchette. Paul. Tu es trop dur avec elle. Et toi? Tu es trop laxiste. Sophie. Elle a besoin d'un cadre. Le monde extérieur n'est pas aussi bienveillant que tu le penses. Elle n'a rien répondu. Elle a juste commencé à débarrasser la table. Ses gestes lents et résignés. C'était la fin de la discussion? Comme toujours. Chacun se retirait dans son coin, laissant les problèmes en suspens. Comme une poussière qui retombe lentement jusqu'à la prochaine dispute. La soirée de samedi est arrivée. Léa n'a pas redemandé. Elle est restée enfermée dans sa chambre toute la journée. J'ai cru, bêtement, qu'elle avait accepté ma décision. J'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais aussi de soulagement. Vers 10 heures du soir, elle est sortie de sa chambre, a marmonné un « bonne nuit » et la porte s'est refermée. Sophie lisait dans le salon. Je travaillais sur des dossiers dans mon petit bureau. Une soirée normale. En apparence. Mais quelque chose me tracassait. Un pressentiment. Une petite voix dans ma tête qui me disait que c'était trop calme. Trop simple. Vers minuit. Je me suis levée. J'ai marché sans bruit jusqu'à sa chambre. J'ai collé mon oreille contre le bois froid. Silence total. J'ai tourné doucement la poignée. La porte s'est ouverte sur une chambre vide. Le lit était fait. Mais une fenêtre était entr'ouverte, laissant entrer l'air frais de la nuit lyonnaise. Elle était sortie. Elle m'avait désobéi. La colère est montée en moi. Chaude et amère. Ce n'était pas seulement la désobéissance. C'était le mensonge. La dissimulation. Je me suis assis dans le fauteuil du salon. Dans le noir. Et j'ai attendu. Je ne savais pas ce que j'allais lui dire. Mais je savais que cette fois, nous ne pourrions pas éviter la confrontation. Les heures ont passé. Longues et silencieuses. Chaque bruit de voiture dans la rue me faisait sursauter. Sophie était montée se coucher, ignorant tout. Il était presque 2 heures du matin quand j'ai entendu le bruit léger d'une clé dans la serrure. La porte s'est ouverte et s'est refermée avec une infinie précaution. Sa silhouette s'est découpée dans l'obscurité du couloir. Elle avançait sur la pointe des pieds, ses chaussures à la main. J'ai allumé la petite lampe à côté de moi. La lumière a jailli. La surprenant. Elle a poussé un petit cri, laissant tomber ses chaussures sur le sol. Où étais-tu? Ma voix était calme, mais chargée d'une fureur glaciale. Elle a roulé des yeux, retrouvant son assurance. L'odeur de fumée et de parfum sucré flottait autour d'elle. Ça ne te regarde pas. Tant que tu vivras sous mon toit. Si. Ça me regarde. Je t'avais interdit d'aller à cette soirée. Et alors? Tu n'es pas le patron de ma vie. A-t-elle craché? Sa voix montant en puissance. Je suis ton père. Et je suis responsable de toi. Tu ne peux pas disparaître comme ça sans me dire où tu vas. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Son visage s'est tordu, déformé par une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Toute la frustration, toute la colère accumulée pendant des années a explosé en une seule phrase. Tu ne comprends rien? C'est ça? De toute façon. Tu n'es même pas mon vrai père. Les mots ont flotté dans l'air,
Suspendu. Irréel. Le monde s'est arrêté de tourner. Le son a disparu de la pièce. Mon vrai père. Les mots résonnaient dans ma tête. Aigus et dentelés. Mon autre père est bien meilleur que toi. Bien meilleur. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Mais elle n'a pas reculé. Elle se tenait là. La poitrine soulevée. Me défiant de la contredire. J'étais paralysée. Le bruit avait attiré Sophie. Qui est apparue dans l'embrasure de la porte. En peignoir. Les yeux écarquillés par le sommeil et l'inquiétude. J'ai tourné mon regard vers elle. Cherchant désespérément un démenti. Un mot. N'importe quoi. Elle a ouvert la bouche. Puis l'a refermée. Elle n'a rien dit. Cette hésitation. Cette simple, terrible hésitation. C'était un couteau planté dans mes entrailles. 16 ans de ma vie. 16 ans de souvenirs. De sacrifices. De nuits blanches. Tout s'est effondré en une seconde de silence. Léa. Va dans ta chambre. A finalement murmuré Sophie. Sa voix à peine audible. Léa a eu un sourire narquois. Un sourire de victoire. Elle a tourné les talons et a monté les escaliers. Je n'ai pas bougé. Mon corps était comme du plomb. Je regardais Sophie. Qui se tenait là. Incapable de croiser mon regard. Tu vas m'expliquer? Ai-je demandé? Ma voix basse. Dangereuse. Elle a commencé à trembler. Elle est juste en colère? Paul. Tu sais comment sont les adolescents. Elle ne le pensait pas. Ah non? J'ai fait un pas vers elle. Parce que tu n'as pas exactement sauté sur l'occasion pour la corriger. Le visage de Sophie s'est décomposé. Elle n'a pas répondu. Et ce silence? Ce deuxième silence? Disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Il confirmait le mensonge qui avait été le fondement de ma vie pendant 16 ans. J'étais un imposteur dans ma propre maison. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu? Je me suis assis dans la cuisine. Une tasse de café froid entre mes mains tremblantes. Et j'ai regardé l'aube se lever sur Lyon. La ville s'éveillait. Indifférente à la ruine de mon monde. Chaque mot de Léa. Chaque seconde du silence de Sophie. Passait en boucle dans ma tête. Mon autre père. Qui était-il? Qu'est-ce que j'avais été? Pendant tout ce temps? Un substitut? Un imbécile? J'ai essayé de remonter le fil de mes souvenirs. Cherchant un indice. Un signe que j'aurais manqué. Il y avait eu cette période difficile. Il y a une dizaine d'années. Nous nous parlions à peine. Sophie et moi. J'étais submergée par le travail. Tentant de faire décoller mon cabinet comptable. Elle se plaignait de sa solitude. Sortait souvent avec des amis que je n'ai jamais rencontrés. Je me souviens d'une fois où j'avais trouvé le ticket d'un restaurant chic dans la poche de son manteau. Un endroit où nous n'étions jamais allés ensemble. Quand je l'avais interrogée, elle avait ri, disant que c'était l'anniversaire d'une collègue. Je l'avais cru. Je l'avais cru parce que je voulais y croire. Parce que Léa était mon univers. Et l'idée de le perdre était impensable. Maintenant, cette confiance aveugle me revenait en pleine figure comme un boomerang. Les jours qui ont suivi ont été irréels. Sophie agissait comme si rien ne s'était passé. Elle préparait le petit déjeuner. Parlait de son travail à la médiathèque. Évitait mon regard. Léa. Elle. M'ignorait complètement. Elle descendait. Prenait un croissant sur la table sans un mot. Et partait au lycée. Elle avait tracé une ligne. Et j'étais de l'autre côté. Je n'ai rien dit.
À quoi bon? Les mots avaient déjà fait assez de dégâts. Mon silence était différent du sien. Ce n'était pas de la lâcheté ou de la culpabilité. C'était un vide. Léa avait arraché quelque chose en moi. Et le silence de Sophie avait laissé la blessure saigner. La maison semblait différente. Plus grande. Plus froide. J'étais devenu un étranger. Un locataire dans ma propre vie. Un soir, alors que je feignais de travailler sur mon ordinateur portable dans le salon, j'ai entendu sa voix. Elle venait du couloir. La porte de la chambre de Léa était entr'ouverte. Elle était au téléphone. Sa voix était basse. Un murmure. Mais assez forte pour que je puisse l'entendre. Oui. Je lui ai dit. Disait-elle. Un ton de fierté dans la voix. Il ne sait même pas quoi faire. Tu es tellement plus cool que lui. Papa. Papa. Elle a répété ce mot. Et ce n'était pas à moi qu'elle parlait. Mon estomac s'est noué. J'ai posé mon ordinateur. Sans un bruit. Et je me suis approché de la porte. J'ai regardé à travers l'interstice. Elle était allongée sur son lit. Le téléphone collé à son oreille. Un sourire éclairant son visage. C'était un sourire que je ne lui avais pas vu depuis des années. Un sourire authentique. Plein de joie. Un sourire qu'elle ne m'adressait plus jamais. J'ai hâte de te rencontrer en vrai, a-t-elle ajouté. Bientôt. D'accord? J'ai reculé. Le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Qui que soit cet homme. Elle le croyait. Elle le croyait être son père. Et il était assez proche pour qu'elle puisse le rencontrer. Je ne connaissais ni son nom. Ni son visage. Rien. Mais je savais une chose, il s'était immiscé dans sa tête. Et elle venait de me chasser de la sienne. Ma décision a été prise dans le froid glacial de cette prise de conscience. Je n'étais plus son père à ses yeux. Très bien. Alors j'allais cesser d'agir comme tel. Mais je ne pouvais pas la laisser marcher aveuglément vers un danger que je sentais. Que je pressentais dans mes os. Mon rôle avait changé. Je n'étais plus le père aimant. J'étais devenu un protecteur silencieux. Un observateur dans l'ombre. J'ai commencé ma propre enquête. Mon travail de comptable m'avait appris une chose, les gens laissent toujours des traces. Surtout quand il s'agit d'argent. Ou d'émotion. J'ai attendu une opportunité. Elle est venue quelques jours plus tard. Quand elle a laissé son téléphone en charge dans la cuisine. Je me suis connecté à notre compte de forfait familial en ligne. C'était une violation de sa vie privée. Je le savais. Mais l'instinct de protection était plus fort que la morale. J'ai épluché les relevés téléphoniques. Et je l'ai trouvé. Un numéro. Appelé à plusieurs reprises. Toujours tard le soir. J'ai lancé une recherche inversée. Rien. Numéro prépayé. Non enregistré. C'était le premier signal d'alarme. Les gens honnêtes n'utilisent pas de téléphones anonymes. J'ai continué à creuser. J'ai cherché le numéro sur des forums en ligne. Des endroits sombres du web où les gens partagent des informations. Un message a attiré mon attention. Un père. Désespéré. Se plaignant d'un certain Julien qui avait contacté sa fille sur un site de musique. Il lui avait promis une carrière. Lui avait fait miroiter un avenir brillant. Puis avait disparu après lui avoir soutiré de l'argent. Le mode opératoire correspondait. Julien. C'était un début. J'ai passé des nuits à chercher ce nom. Associé à des mots-clés comme arnaque, musique, lion. Finalement, je suis tombé sur un vieil article de journal local. Datant de quelques années. Julien Moreau. L'escroc au charme de velours.
Arrêté pour fraude. La photo d'identité judiciaire montrait un homme d'une trentaine d'années. Un sourire suffisant aux lèvres. Des yeux qui semblaient tout savoir. C'était lui. Je n'en étais pas sûre. Mais mon instinct me hurlait que oui. La maison était devenue un champ de bataille silencieux. Je continuais ma routine. Mais j'étais un fantôme. Léa ne s'en souciait pas. L'absence de règles semblait la ravir. Elle rentrait à des heures impossibles. Et je ne disais rien. Je la regardais simplement passer. Et elle ne me voyait même pas. Mais Sophie, elle, a remarqué. Un matin, alors qu'elle remuait son café avec trop de vigueur, elle a dit, tu la laisses faire n'importe quoi. Elle a besoin de limites. Paul. Elle a clairement dit que je n'avais pas mon mot à dire. Ai-je répondu? Sans lever les yeux de mon journal. Elle a son autre père pour ça. Sophie a tressailli. Comme si je l'avais giflée. Mais elle n'a pas insisté. C'était mieux ainsi. Je n'étais pas d'humeur à écouter ses excuses. Quelques jours plus tard, Sophie a de nouveau tenté une approche. Je lisais dans le salon. Elle s'est assise en face de moi. Les mains jointes sur ses genoux. Paul. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas baissé mon livre. Il n'y a rien à dire. Si. Sur ce qui s'est passé. Sur avant. J'ai lentement posé mon livre. Je t'écoute. Elle a pris une profonde inspiration. Il y a eu quelqu'un. Il y a 10 ans. Quand les choses allaient mal entre nous. Sa voix était un murmure brisé. Tu travaillais tout le temps? Tu n'étais jamais là. J'étais seule. Ça n'a pas duré longtemps. Juste quelques semaines. Mais Léa est ta fille. Paul. Je te le jure. Elle est ta fille. Je suis restée immobile. Le visage de marbre. La douleur était là. Mais elle était froide. Distante. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle appelle un autre homme papa? Pourquoi l'as-tu laissé croire que je n'étais pas son père? Ses yeux se sont remplis de larmes. J'étais en colère. On s'était disputé. Tu te souviens? Pour l'argent. Et dans la dispute? Je te l'ai jeté à la figure. J'ai dit, et si elle n'était même pas ta fille? Je ne le pensais pas. Mais elle nous a entendus. Elle était petite. Je pensais qu'elle oublierait. Mais elle n'a pas oublié. N'est-ce pas? Non. Elle a commencé à poser des questions. Plus tard. Et moi? J'étais lâche. J'ai laissé planer le doute. Je ne sais pas pourquoi. J'avais honte. J'avais peur. Je suis désolée. Paul. Tellement désolée. Désolée. Le mot sonnait creux. Elle n'avait pas seulement commis une erreur. Elle avait planté une graine de mensonge et l'avait laissé pousser. Empoisonnant notre famille. Empoisonnant l'esprit de notre fille. Tu l'as laissé penser que j'étais un mensonge? Ai-je dit? Ma voix basse et tremblante de rage contenue. Pendant des années. J'ai quitté la pièce avant qu'elle ne puisse répondre. Ses sanglots me suivaient dans le couloir. Mais je ne me suis pas retournée. Sa peine ne m'atteignait plus. Le mal était fait. Ce soir-là, j'ai su que je devais agir. J'ai vu Léa. Le portable à la main. Un sourire secret sur les lèvres. Elle se préparait à sortir. Quand elle a quitté l'appartement, j'ai attrapé mes clés. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais je ne pouvais plus rester les bras croisés. Je l'ai suivie à distance. Elle a pris le bus en direction du centre-ville.
Je suis restée à un pâté de maison derrière, essayant de ne pas être repérée. Elle est descendue près des quais de Saône. Une zone animée avec des bars et des péniches. J'ai garé ma voiture et j'ai continué à pied. Je l'ai vue. Debout. Près d'un banc. Regardant son téléphone. Puis un homme s'est approché. Grand. Mince. Avec un blouson en cuir et ce même sourire suffisant que j'avais vu sur la photo du journal. C'était lui. Julien Moreau. Mon sang s'est glacé. Je les ai observés de l'autre côté de la rue. Cachés dans l'ombre d'un porche. Il lui parlait. Et elle buvait ses paroles. Elle riait. Un rire libre et heureux que je n'entendais plus jamais à la maison. Il a posé sa main sur son bras. Un geste trop familier. Trop intime. Ma mâchoire s'est crispée. Ce n'était pas le regard d'un père. C'était le regard d'un prédateur. Il a sorti son téléphone. Lui a montré quelque chose. Elle a hoché la tête avec enthousiasme. Puis, elle l'a serré dans ses bras. Un vrai câlin. Plein d'affection. Il a répondu à son étreinte. Mais son regard passait par-dessus son épaule. Balayant les environs. Calculateur et froid. Il m'a semblé. Un instant. Qu'il regardait droit dans ma direction. Quand elle est partie. Retournant vers l'arrêt de bus. Il est resté là. La regardant s'éloigner. Puis il a passé un appel. Arpentant le quai d'un air satisfait. Comme un vendeur qui venait de conclure une affaire. J'étais restée figée. Le cœur battant. Il était réel. Il était là. Et il avait ma fille dans la paume de sa main. J'ai attendu qu'il parte avant de retourner à ma voiture. Sur le chemin du retour, la colère avait laissé place à une détermination glaciale. Sophie m'attendait. Les yeux rouges. Où étais-tu? Où est Léa? Elle ne va pas tarder. Et j'étais en train de régler ton erreur. Ai-je dit en la dépassant. Je me suis enfermée dans mon bureau. J'ai sorti l'article de journal. La photo de Julien Moreau. Son visage me narguait depuis l'écran. Elle pouvait me détester. Elle pouvait le choisir lui. Mais je n'allais pas la laisser devenir une autre de ses victimes. L'heure n'était plus à la peine. L'heure était à la guerre. La photo de Julien Moreau était devenue une obsession. Elle restait affichée sur l'écran de mon ordinateur portable. Son sourire narquois me fixant pendant les longues nuits blanches. Chaque fois que je la regardais. Les mots de Léa résonnaient dans ma tête, mon autre père est bien meilleur que toi. Elle avait choisi. Mais elle avait choisi un mensonge. Une illusion créée par un prédateur. J'avais cessé d'être son père. Mais je ne pouvais pas cesser d'être l'homme qui l'avait élevée. Pas quand je savais qu'elle courait un danger. La confession de Sophie n'avait rien arrangé. Au contraire. Elle avait creusé un fossé encore plus profond entre nous. Elle pensait peut-être que sa franchise me pousserait à sauver notre famille. Elle se trompait. Sa confession était un poison qui avait fini de tuer ce qui nous restait. Je ne me battais plus pour nous. Je me battais pour Léa. Mais à ma manière. Et ma manière n'incluait plus Sophie. Les jours suivants, j'ai commencé à élaborer un plan. J'ai passé en revue tout ce que je savais sur Julien Moreau. C'était un escroc. Pas un criminel violent. Son arme était le charme. La manipulation. Il se nourrissait de la confiance et des rêves des autres. Pour le piéger, je devais utiliser ses propres armes contre lui, l'appât du gain et l'excès de confiance. Mon travail de comptable m'avait appris à être méticuleux. Je ne pouvais pas me permettre la moindre erreur. La première étape était de contacter une vieille connaissance. Marc Dubois. Nous avions fait nos études ensemble. J'étais devenu comptable.
Il était entré dans la police. Nous n'étions pas proches. Mais il y avait un respect mutuel. Je l'ai appelé un après-midi. Depuis mon bureau. Pour être sûr que personne ne m'entende. Allô? Marc? C'est Paul. Paul Fournier. Il y a eu un silence. Puis sa voix. Surprise. Paul. Ça fait une éternité. Comment vas-tu? Je vais bien. Merci. Écoute. Je t'appelle parce que j'ai un problème. Un problème sérieux. J'ai été vague. Mais direct. J'ai parlé d'un type qui tournait autour de ma fille. Un manipulateur avec un passé douteux. Je n'ai pas tout raconté. Pas l'histoire de l'autre père. Je voulais garder ça pour moi. C'était ma honte. Mon fardeau. J'ai simplement dit que je pensais qu'il essayait de lui soutirer de l'argent. Tu as un nom? A demandé Marc. Julien Moreau. J'ai entendu Marc taper sur son clavier. Moreau. Ah oui. On le connaît. Pas un gros poisson. Des petites fraudes. Des abus de confiance. Il a fait un peu de prison il y a quelques années. Mais il est malin. Il sait rester juste en deçà des limites qui lui vaudraient de gros ennuis. Je veux le coincer. Marc. Pour de bon. Pour ça. Il nous faut une preuve solide. Paul. Il faut qu'il commette une erreur. Qu'il franchisse la ligne. Je pense que je peux le pousser à la franchir. Ai-je dit. Ma voix déterminée. Mais j'aurai besoin de vous. Nous avons parlé pendant près d'une heure. J'ai exposé les grandes lignes de mon plan. Marc était réticent au début. Mais il a senti l'urgence et la détermination dans ma voix. Il a accepté de m'aider. À une condition, que je ne prenne aucun risque personnel et que je le tienne informé de chaque étape. Pendant ce temps, à la maison, l'atmosphère était irrespirable. Léa était devenue encore plus distante, presque euphorique. Elle passait son temps à envoyer des messages, le sourire aux lèvres. Elle rêvait de sa nouvelle vie. Loin de moi. Loin de ses responsabilités. Elle avait déjà abandonné. Un après-midi. Je suis entrée dans le salon et je l'ai trouvée en train de regarder des annonces pour des cours de musique à Paris. Tu comptes faire quoi? Ai-je demandé. Ma voix neutre. Elle a sursauté. Surprise de me voir. Je pars. Bientôt. Avec mon père. Il va m'aider à commencer ma carrière. Ton père? Oui. Julien. Il croit en moi. Lui. Pas comme toi. La facilité avec laquelle elle prononçait son nom. Comme si elle l'avait connu toute sa vie. M'a glacé le sang. Il l'avait complètement endoctriné. Le soir même. J'ai mis la deuxième partie de mon plan à exécution. J'ai attendu que Sophie et Léa soient couchées. J'ai pris le numéro de Julien que j'avais trouvé dans les relevés de Léa. Mon cœur battait fort. C'était la première fois que j'allais lui parler. Que j'allais donner une voix à l'ombre qui hantait ma vie. J'ai composé le numéro. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Sa voix était douce. Presque mielleuse. Allô? Julien Moreau? C'est moi. Qui est à l'appareil? Je suis Paul Fournier. Le père de Léa. J'ai insisté sur le mot « père ». Il y a eu un court silence. Puis un petit rire. Bas et arrogant. Ah. Paul. Oui. Léa m'a beaucoup parlé de vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sa désinvolture m'a mis en rage. Mais j'ai gardé mon calme. C'était crucial. Je sais ce que vous faites. Ai-je dit.
Ma voix plate. Et pour être honnête, je m'en fiche. Pardon? Il semblait surpris. Léa est devenue difficile. Incontrôlable. Si vous voulez la prendre, grand bien vous fasse. Elle n'est pas ma fille. Elle est à vous. Maintenant. Le silence à l'autre bout du fil était chargé de suspicion, mais aussi d'intérêt. C'était là pas. Alors? Ai-je continué? La question est, combien? Combien pour qu'elle disparaisse de ma vie pour de bon? Pour que vous preniez le relais. Je l'ai entendu sourire à travers le téléphone. J'avais touché la corde sensible. On va droit au but. Hein? J'aime ça. C'est un homme d'affaires qui parle. C'est un homme fatigué qui parle. Écoutez. Paul. Léa a un talent incroyable. Elle pourrait aller très loin. Mais pour ça, il faut des investissements. Des cours. Du matériel. Un logement à Paris. Ça coûte cher de lancer une carrière. J'ai dit. Combien? Il a hésité. Calculant. Disons. 10 000 €. En liquide. Pour commencer. C'est une somme raisonnable pour la tranquillité? Non. Mon estomac s'est retourné. Il mettait un prix sur ma fille. D'accord. Ai-je dit. Ma voix ne trahissant aucune émotion. 10 000. Mais j'ai mes conditions. Je veux vous voir. Je veux être sûr que l'argent va à la bonne personne et que je ne la reverrai plus. Pas de problème. On peut se voir. Demain soir. 20 h. Sur le parking derrière l'ancienne usine sucrière. À la sortie de la ville. C'est un endroit discret. Venez seul. Marché conclu. Paul. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Il a raccroché. Je suis resté là. Le téléphone à la main. Tremblant de fureur et de dégoût. Il avait mordu à l'hameçon. Il pensait avoir gagné. Pensait que j'étais un père désespéré prêt à payer pour se débarrasser de sa propre fille. Parfait. C'était exactement ce que je voulais qu'il pense. J'ai immédiatement appelé Marc. Je lui ai raconté toute la conversation. Tu as enregistré? A-t-il demandé. Non. Il aurait été méfiant. Mais demain? Je le serai. D'accord. Paul. C'est risqué. Ce type est un rat. Et un rat acculé peut devenir dangereux. On sera là. On sera discret. Mais on sera là. Fais-le parler. Fais-lui admettre ce qu'il compte faire avec l'argent. Fais-lui admettre qu'il manipule Léa. Il nous faut ça pour l'inculper pour abus de confiance et extorsion. Je le ferai. Ai-je promis? La journée du lendemain a été la plus longue de ma vie. Je suis allé travailler. Mais je n'ai rien fait. Je regardais les chiffres sur mon écran sans les voir. Je pensais à Léa. À son visage quand elle découvrirait la vérité. Allait-elle me haïr encore plus? Probablement. Mais elle serait en sécurité. C'était tout ce qui comptait. Le soir, en rentrant à la maison, j'ai trouvé Sophie assise dans la cuisine, le visage défait. Léa fait ses valises, a-t-elle dit d'une voix blanche. Mon cœur s'est serré. Il agissait plus vite que je ne le pensais. Elle dit qu'elle part demain. Pour Paris. Avec lui. Elle est tellement heureuse. Paul. Elle croit vraiment qu'il est son sauveur. Elle a levé les yeux vers moi. Des yeux pleins de larmes et de supplications. Fais quelque chose. Je t'en supplie. Tu dois l'arrêter. Je m'en occupe.
ai-je dit simplement. Je suis montée dans ma chambre. J'ai enfilé une veste sombre. Dans la poche intérieure, j'ai glissé un petit enregistreur numérique que j'avais acheté le midi même. Un gadget discret, mais puissant. Puis, j'ai pris le sac de sport que j'avais préparé. Il était rempli de liasses de vieux journaux, avec une seule liasse de vrais billets de 50 € sur le dessus. Juste pour l'illusion. Quand je suis descendue, Léa était dans le couloir, son sac de voyage à ses pieds. Elle m'a regardé avec un mépris glacial. Je sors, ai-je dit, sans lui donner plus d'explications. Moi aussi. Je sors bientôt. Pour de bon, a-t-elle répliqué. Je n'ai rien répondu. Je suis sortie dans la nuit froide. En montant dans ma voiture, j'ai jeté un dernier regard à la fenêtre de notre appartement. C'était peut-être la dernière fois que je quittais cette maison en tant que membre de cette famille. Quoi qu'il arrive ce soir, rien ne serait plus jamais comme avant. J'ai démarré le moteur et j'ai roulé vers le rendez-vous qui allait sceller mon destin. Et celui de ma fille. Le parking de l'ancienne usine sucrière était un no man's land de béton fissuré et de mauvaises herbes. Les bâtiments délabrés se dressaient comme des squelettes sombres contre le ciel nocturne. Un seul lampadaire grésillait au loin, projetant une lumière jaune et maladive qui rendait l'endroit encore plus sinistre. C'était l'endroit parfait pour une transaction sordide. J'ai garé ma voiture à l'opposé du lampadaire, dans l'ombre la plus profonde, et j'ai coupé le moteur. Le silence était presque total, seulement troublé par le bruit lointain de l'autoroute. J'ai vérifié l'enregistreur dans ma poche. Le petit point rouge clignotait discrètement. Il fonctionnait. Mon cœur battait un rythme lourd et régulier dans ma poitrine. Je n'avais pas peur. La peur avait laissé place à une sorte de calme étrange. Une concentration absolue. J'étais un comptable habitué à équilibrer les comptes. Ce soir, j'allais solder le compte le plus important de ma vie. Un texto a vibré dans ma poche. C'était Marc. En position. 2 voitures banalisées. Tu n'es pas seul. Reste calme. J'ai pris une grande inspiration. Je n'étais pas seul. Mais au moment où Julien arriverait, je serais face à lui. Tout reposait sur moi. Quelques minutes après 20 heures, des phares ont balayé l'obscurité. Une voiture de sport noire, basse et élégante, s'est engagée sur le parking. C'était sa voiture. Prétentieuse, comme lui. Elle s'est garée à une vingtaine de mètres de la mienne, les phares me fixant comme 2 yeux de prédateur. Le moteur s'est tu. Pendant un long moment, personne n'est sorti. Il m'observait, évaluait la situation. C'était un animal prudent. Finalement, la portière s'est ouverte. Julien Moreau est sorti. Il portait un long manteau noir. Et même à distance, je pouvais voir le sourire confiant sur son visage. Il a fait quelques pas vers moi. Les mains dans les poches. Paul. Ponctuel. J'apprécie. Sa voix résonnait dans le silence du parking. Je suis sortie de ma voiture, laissant le sac de sport sur le siège passager. Je suis restée près de ma portière, gardant une distance de sécurité. Où est l'argent ? A-t-il demandé. Sans plus de cérémonie. Où est Léa ? Ai-je rétorqué. Il a ri. Ne vous inquiétez pas pour Léa. Elle est en lieu sûr. Elle attend son avenir. Un avenir que vous n'auriez jamais pu lui offrir. Je veux être sûr qu'elle ne reviendra pas. Je veux entendre de votre bouche ce que vous comptez faire. Il s'est approché un peu plus. Son arrogance palpable. Il me voyait comme un faible.
Un père dépassé qui avait baissé les bras. C'était exactement ce qu'il me fallait. C'est simple. Je vais lui donner ce dont elle a toujours rêvé. La gloire. Elle a du talent? Cette petite. Un talent brut. Avec mon expérience et un peu d'investissement, elle peut devenir une star. Paris. Des concerts? Un album. Elle me fait confiance. Voyez-vous. Elle me voit comme le père qu'elle n'a jamais eu. Un père qui la comprend. Qui l'encourage. Chaque mot était un coup de poignard. Il utilisait mes propres échecs contre moi. J'ai serré les poings dans mes poches pour ne pas trembler. Et l'argent? Ai-je insisté. Les 10 000 €. C'est pour son talent? Son sourire s'est élargi. C'était le sourire d'un requin. C'est un investissement. Paul. Un capital de départ. Le monde de la musique est impitoyable. Il faut graisser quelques pattes. Payer des studios. Des musiciens. Cet argent va nous permettre de démarrer. Une fois qu'elle aura signé son premier contrat, vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'elle. Elle sera trop occupée à vivre son rêve. Il mentait avec un naturel déconcertant. J'avais besoin de plus. J'avais besoin qu'il admette la fraude. Et si ça ne marche pas? Si elle n'est pas une star? Qu'est-ce qui se passera? Pour elle. Et pour mon argent? Il a haussé les épaules? Un geste dédaigneux. Il y a toujours des risques. Mais ne vous en faites pas. Je saurai prendre soin de votre investissement. Vous avez fait ça avant? N'est-ce pas? Promettre la lune à des jeunes filles talentueuses? Son expression s'est durcie. J'avais touché un point sensible. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je pense que si. Je pense que vous êtes un expert pour trouver des filles qui ont des problèmes avec leur famille. Des filles qui ont besoin de croire en quelque chose. Vous leur vendez un rêve? Et une fois que vous avez l'argent de leurs parents, le rêve s'évapore. Et vous aussi. Il a fait un pas de plus. Son sourire avait disparu. Faites attention à ce que vous dites. Paul. Nous avions un accord. L'argent contre votre tranquillité. N'allez pas tout gâcher avec des accusations stupides. Ce ne sont pas des accusations stupides. C'est votre modèle économique. Léa n'est qu'un nom de plus sur votre liste. N'est-ce pas? Après. Ce sera une autre. Et une autre. Combien de carrières avez-vous lancées comme ça? Soudain. Une troisième voix a brisé la tension. Papa? Mon cœur s'est arrêté. Je me suis retournée. Léa se tenait près de la voiture de Julien. Elle était sortie sans que je m'en aperçoive. Son visage était un masque d'incompréhension et de trahison. Elle nous avait entendus. Léa. Qu'est-ce que tu fais là? A crié Julien. Paniqué. Il avait perdu le contrôle de la situation. Je voulais te faire une surprise. A-t-elle balbutié? Les yeux fixés sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le paies? Tu me vends? Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. C'était pire que tout ce que j'avais imaginé. Je ne voulais pas qu'elle soit là. Je ne voulais pas qu'elle voie ça. Non. Ma chérie. Ce n'est pas ce que tu crois. Ai-je commencé? Mais Julien m'a coupé. Bien sûr que si. A-t-il lancé? Essayant de retourner la situation à son avantage. Ton père est en train de me payer pour que je te prenne en charge. Il ne veut plus de toi. Il l'a dit lui-même. Léa m'a regardé. Le cœur brisé. Attendant que je nie. Mais comment nier? C'était exactement ce que j'avais dit.
Chaque mot de mon plan était maintenant une arme tournée contre moi. Le chaos a éclaté. Julien s'est précipité vers moi. Donne-moi l'argent. Maintenant. Papa. Ne fais pas ça. A crié Léa. Sanglotant. À cet instant précis, les phares des voitures de police ont illuminé la scène. Aveuglant. Des sirènes ont retenti, déchirant le silence de la nuit. 2 voitures ont bloqué la seule sortie du parking. Julien s'est figé. Piégé. Son visage est passé de la colère à la panique pure. Des policiers en civil, menés par Marc, sont sortis. Armes au poing. Police. Ne bougez plus. Julien a juré. Il a fait demi-tour et a tenté de courir vers sa voiture. Mais il a été plaqué au sol avant d'avoir pu faire 3 pas. Tout s'est passé très vite. Les menottes qui cliquent. Les droits qui lui sont lus d'une voix forte et impersonnelle. Je suis resté là. Immobile. Au milieu du parking. L'enregistreur encore en marche dans ma poche. Marc s'est approché de moi. On a tout. Paul. On a toute la conversation. Il a admis l'extorsion. Le plan. C'est du solide. Beau travail. Je n'ai pas répondu. Mon regard était fixé sur Léa. Elle était là. Debout. Tremblante. Regardant la scène avec des yeux vides. Une policière s'était approchée d'elle. Lui parlait doucement. Mais Léa ne la voyait pas. Elle me regardait. Moi. Son visage n'exprimait plus la colère. Ni même la tristesse. Juste un vide immense. Une trahison absolue. Elle venait de voir l'homme qu'elle idolâtrait se faire arrêter comme un vulgaire criminel. Et elle venait d'entendre l'homme qui l'avait élevée essayer de la vendre. En une seule nuit. Elle avait perdu ses 2 pères. Tu m'as piégé, a hurlé Julien alors qu'on le forçait à monter dans la voiture de police. Tu vas le regretter. Fournier. Je l'ai ignoré. J'ai fait un pas vers Léa. Léa. Elle a reculé. Comme si mon contact pouvait la brûler. Ne me touche pas, a-t-elle murmuré. Sa voix brisée. La policière m'a lancé un regard qui voulait tout dire. Laissez-lui de l'espace. J'ai regardé ma fille. Mon unique enfant. Me regarder comme si j'étais un monstre. J'avais réussi. J'avais éliminé la menace. Mais à quel prix? J'avais détruit la dernière parcelle d'innocence qui lui restait. J'avais confirmé ses pires craintes, que j'étais un père qui ne l'aimait pas. Marc m'a posé une main sur l'épaule. On va la ramener à la maison? Paul. Elle doit faire une déposition? Mais on fera ça en douceur. Rentre chez toi. On t'appellera demain. J'ai hoché la tête. Incapable de parler. J'ai regardé la voiture de police emmener Julien. Puis une autre voiture emmener ma fille. J'étais de nouveau seul sur ce parking désert. Avec le sac de faux billets et le poids de ma victoire amère. J'avais gagné la bataille. Mais j'avais perdu la guerre. Et je savais. Avec une certitude terrible. Que rien. Jamais. Ne pourrait réparer ce qui venait de se briser ce soir. Le retour à la maison a été un voyage à travers un brouillard dense et silencieux. Je ne me souviens pas d'avoir conduit. Ni d'avoir trouvé mes clés. Ni d'avoir ouvert la porte. La seule chose dont je me souviens, c'est le visage de Sophie quand je suis entrée dans l'appartement. Elle se tenait au milieu du salon, les bras enroulés autour d'elle-même, comme pour se protéger du froid. Elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Et chaque ligne de son visage hurlait l'angoisse. Paul? Qu'est-ce qui s'est passé?
Où est Léa? Sa voix était un fil fragile, prêt à se rompre. Je n'ai pas eu la force de lui mentir, ni même d'adoucir la vérité. J'ai laissé tomber mes clés sur la petite table de l'entrée. Le bruit métallique a résonné dans le silence de mort de l'appartement. C'est fini, ai-je dit. Ma voix rauque et vide. La police a arrêté Julien. Léa est avec eux. Ils vont la ramener après sa déposition. Le soulagement a d'abord inondé son visage. Un soulagement si intense qu'il l'a presque fait chanceler. Oh! Mon Dieu! Merci. Merci. Paul. Mais ensuite, elle a vu mon expression. Elle a vu le vide dans mes yeux. L'absence totale de victoire. Son soulagement s'est transformé en une nouvelle vague d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a? Paul. Parle-moi. Comment l'as-tu arrêté? Je me suis dirigée vers le fauteuil et je me suis laissé tomber dedans. J'étais épuisée. Physiquement et mentalement. J'ai regardé le mur en face de moi, où une photo de famille était accrochée. Une photo prise il y a des années, pendant des vacances en Bretagne. Nous étions tous les trois sur une plage, souriant. Léa, petite fille aux dents de lait, était sur mes épaules. Un mensonge. Tout était un mensonge. Je lui ai tendu un piège? Ai-je expliqué d'une voix monotone. Je lui ai fait croire que je voulais me débarrasser de Léa. Je lui ai offert de l'argent pour qu'il la prenne et qu'il disparaisse avec elle. Le visage de Sophie s'est décomposé. L'horreur a remplacé l'inquiétude. Tu as fait quoi? C'était le seul moyen? Sophie. Il fallait qu'il se sente en confiance. Il fallait qu'il admette son plan. La police a tout enregistré. Mais Léa. Est-ce qu'elle... J'ai hoché la tête lentement. Elle était là. Elle a tout entendu. Un gémissement étranglé s'est échappé de ses lèvres. Elle a porté une main à sa bouche, comme pour retenir un cri. Oh non. 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 Paul. Comment as-tu pu? La colère a soudainement percé mon apathie. Une colère froide et tranchante. Je me suis tournée vers elle, la regardant vraiment pour la première fois. Comment j'ai pu? Tu oses me demander ça? C'est moi qui ai nettoyé ton désordre. Sophie. Le désordre que tu as créé il y a des années avec tes mensonges. Tu l'as laissé grandir en pensant qu'elle était une étrangère dans sa propre famille. Tu as laissé ce charlatan s'infiltrer dans sa vie et la monter contre moi. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour la protéger. Parce que tu en as été incapable. Mes mots l'ont frappée avec la force d'un coup physique. Elle a reculé, les larmes coulant librement sur ses joues. Je sais, a-t-elle sangloté. Je sais que c'est ma faute. Mais elle est juste une enfant. Paul. Elle ne comprendra pas. Elle va penser que tu la détestes vraiment. Peut-être que c'est mieux comme ça. Ai-je lâché? Les mots glacials sortant de ma bouche avant que je ne puisse les retenir. Peut-être qu'on a tous besoin d'arrêter de prétendre. La sonnette a retenti, nous faisant sursauter tous les deux. C'était eux. Sophie s'est précipitée pour ouvrir. J'ai entendu des voix basses dans le couloir. Puis Léa est entrée, suivie de la policière que j'avais vue sur le parking. Léa ne nous a pas regardés. Elle fixait le sol, son visage fermé, ses épaules voûtées. Elle ressemblait à une poupée de chiffon dont on aurait coupé les fils. La jeune femme pleine de défis et de colère avait disparu, laissant place à une adolescente brisée. La policière, une femme d'une trentaine d'années au regard bienveillant, s'est adressée à nous. Madame,
Monsieur Fournier. La déposition est terminée. Léa a été très courageuse. Nous avons assez d'éléments contre Monsieur Moreau pour le maintenir en détention. Un psychologue de l'unité de protection des mineurs la contactera demain. Il est important qu'elle ait un soutien. Sophie hochait la tête. Incapable de parler. Les yeux rivés sur notre fille. Pour l'instant, a continué la policière. Elle a juste besoin de se reposer. La nuit a été longue. Elle a posé une main douce sur l'épaule de Léa. Ça va aller? Léa n'a pas répondu. Elle a simplement traversé le salon comme une automate et s'est dirigée vers sa chambre. Le son de sa porte se fermant a résonné comme un coup de feu. La policière nous a adressé un dernier regard plein de compassion avant de partir. Essayez de lui parler. Mais ne la forcez pas. Elle a besoin de temps. Le temps. C'était bien la seule chose que je n'étais pas sûre d'avoir. Une fois la porte refermée, le silence est revenu. Encore plus lourd qu'avant. Sophie s'est approchée de la porte de la chambre de Léa. Léa. Ma chérie? Ouvre-moi. S'il te plaît. Parlons. Pas de réponse. Je t'en prie. Léa. Laisse-moi entrer. Seul le silence lui a répondu. Elle s'est tournée vers moi. Le désespoir se lisant sur son visage. Elle ne me parlera pas. Elle ne parlera à personne. Qu'est-ce qu'on a fait? Toi. Tu as menti. Ai-je dit. Sans une once de sympathie. Et moi? J'ai dit la vérité de la manière la plus cruelle qui soit. Nous sommes quittes. J'ai passé le reste de la nuit sur le canapé. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'être dans le même lit que Sophie. Je fixais le plafond, écoutant les bruits de l'appartement. J'entendais Sophie pleurer doucement dans notre chambre. De l'autre côté du couloir, de la chambre de Léa, il n'y avait rien. Un silence absolu. Terrifiant. Le lendemain matin était un dimanche. Le soleil filtrait à travers les rideaux, comme s'il se moquait de l'obscurité qui avait envahi notre maison. Sophie est sortie de la chambre, le visage ravagé. Elle n'a rien dit. Elle a juste commencé à préparer du café. Un geste mécanique. Léa n'est pas sortie de sa chambre. Pas pour le petit déjeuner. Pas à midi. Vers 14 heures, l'inquiétude a commencé à l'emporter sur ma colère. Elle n'a rien mangé? A dit Sophie. Sa voix tremblante. Je suis allée frapper. Elle ne répond pas. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à sa porte et j'ai frappé. Léa. Ouvre cette porte. Silence. J'ai frappé plus fort. Léa. Je ne plaisante pas. Ouvre. Toujours rien. Une peur froide a commencé à s'insinuer en moi. Une peur que je n'avais pas ressentie sur le parking. Face à Julien. J'ai essayé la poignée. Verrouillée. Recule-toi. Ai-je dit à Sophie. J'ai pris de l'élan et j'ai heurté la porte de toute mon épaule. Le bois a craqué. Au deuxième coup, la serrure a cédé et la porte s'est ouverte avec fracas. La chambre était un chaos. Des vêtements. Des livres. Des partitions de musique étaient jetées partout sur le sol. Sa fenêtre était grande ouverte. Le rideau flottant dans la brise fraîche de l'après-midi. Et Léa n'était pas là. Sur son lit défait, il y avait une seule feuille de papier. Mon sang s'est glacé. J'ai traversé la pièce en 3 enjambées et j'ai attrapé la lettre. Sophie était juste derrière moi, retenant son souffle. L'écriture de Léa était tremblante, presque illisible. Je ne sais pas qui est le monstre. L'homme qui m'a menti pendant des mois.
Ou l'homme qui voulait me vendre. Je ne sais plus ce qui est vrai. Je ne peux pas rester ici. N'essayez pas de me retrouver. Adieu. Le mot adieu était taché. Comme si une larme était tombée dessus. Sophie a poussé un cri. Un son horrible de pure agonie. Et s'est effondrée sur le sol. Je suis restée là. La lettre à la main. Le cœur battant à tout rompre. Elle était partie. J'avais réussi à la sauver d'un prédateur. Pour la pousser à fuir seule dans un monde que je savais impitoyable. J'avais échangé un danger contre un autre. La panique, pure et glaciale, m'a envahi pour la première fois. Où était-elle allée? Avec quel argent? 16 ans. Elle n'était qu'une enfant. Une enfant que j'avais brisée. La panique est une chose étrange. Ce n'est pas une vague qui vous submerge, mais plutôt un vide qui vous aspire. Pendant un instant, le monde a cessé d'exister. Il n'y avait que cette feuille de papier dans ma main. Ces mots tracés par ma fille. Et le silence assourdissant de sa chambre vide. Sophie pleurait à mes pieds. Mais ses sanglots semblaient venir d'une autre dimension. Adieu. Le mot était une fin. Une porte claquée au visage de toute ma vie. Puis, l'adrénaline a pris le dessus, chassant la paralysie. Mon esprit de comptable, habitué à analyser et à résoudre des problèmes, s'est mis en marche. Fuir. Où? Quand? Comment? Appelle Marc. Ai-je ordonné à Sophie? Ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Elle m'a regardé. Hébétée. À travers ses larmes. Maintenant? Sophie. Appelle-le. Le ton autoritaire a semblé la secouer. Elle a sorti son téléphone en tremblant et a cherché le numéro. Pendant qu'elle parlait à Marc d'une voix brisée, j'ai commencé à scanner la chambre. Cherchant le moindre indice. Son sac de voyage, celui qu'elle avait préparé la veille, était toujours là. Près de la porte. Elle n'avait pas prévu de fuir de cette manière. C'était une décision impulsive, prise dans la douleur et la confusion de la nuit. J'ai vérifié son bureau. Son ordinateur portable avait disparu. Son téléphone aussi. Probablement. J'ai regardé dans le petit pot où elle gardait son argent de poche. Il était vide. Combien avait-elle? 100 €? 200. Tout au plus. Pas assez pour aller bien loin. Pas assez pour survivre longtemps. Il a dit. Il a dit de ne toucher à rien? A balbutié Sophie en raccrochant. Ils vont lancer un avis de recherche. Ils arrivent. On ne peut pas attendre? Ai-je dit. Me dirigeant vers la porte. Où vas-tu? La police a dit d'attendre. La police va suivre la procédure? Ai-je répliqué. Enfilant mes chaussures. Ils vont vérifier les gares? Les aéroports. Mais je connais Léa. Je sais comment elle pense. C'était peut-être un mensonge. Je ne savais plus si je la connaissais vraiment. Mais je devais me raccrocher à quelque chose. Paul. S'il te plaît. Ne me laisse pas seule? A-t-elle crié? Sa voix pleine de terreur. Je me suis arrêtée sur le seuil. Sans me retourner. Tu n'es pas seule. La police arrive. Reste ici et réponds à leurs questions. Moi. Je vais retrouver notre fille. J'ai utilisé le mot « notre ». Pour la première fois depuis des jours, nous étions unis par une peur commune, bien plus forte que nos griefs personnels. En descendant les escaliers, mon cerveau tournait à plein régime. Paris. C'était son rêve. C'était la promesse de Julien. Si elle fuyait.
C'était là qu'elle irait. Elle voudrait prouver à tout le monde et surtout à elle-même qu'elle pouvait y arriver seule. J'ai sauté dans ma voiture et j'ai filé vers la gare de la Part-Dieu. C'était un pari. Elle aurait pu prendre un bus ou faire du stop. Mais le train pour Paris était le chemin le plus direct vers son rêve brisé. La gare était un chaos de voyageurs et d'annonces sonores. J'ai couru vers les panneaux d'affichage. Un TGV pour Paris venait de partir il y a 10 minutes. Un autre était prévu dans 1 heure. J'ai scanné la foule. Mon cœur battant la chamade. Des centaines de visages. Mais aucun n'était le sien. J'ai montré sa photo aux agents de la billetterie. Aux vendeurs de sandwichs. Aux agents de sécurité. Personne ne l'avait vu. Ou peut-être qu'il n'avait pas fait attention. Une adolescente seule dans une gare? Ce n'était pas si rare. J'ai acheté un billet pour le prochain train. Pendant l'heure d'attente, j'ai arpenté les quais, scrutant chaque recoin, chaque visage. L'espoir diminuait à chaque minute qui passait. Marc m'a appelé. Ils avaient commencé les recherches. Ils allaient vérifier les caméras de surveillance de la gare. Mais ça prendrait du temps. Rentre à la maison. Paul. Laisse-nous faire notre travail. Je suis à la gare. Je prends le prochain train pour Paris. Paul. Ce n'est pas une bonne idée. Tu n'es pas flic. Je suis son père. Ai-je répondu? Et j'ai raccroché. C'était la seule vérité qui me restait. Le trajet en TGV a été une torture. 2 heures à regarder la campagne française défiler à toute vitesse. Me sentant complètement impuissant. Chaque jeune fille que je croisais dans le wagon me faisait sursauter. J'ai essayé de penser comme Léa. 16 ans. Seule à Paris. Avec peu d'argent. Où irait-elle? Que ferait-elle? La réponse était évidente. La musique. Elle chercherait des endroits liés à la musique. Quand le train est arrivé à la gare de Lyon. À Paris. La nuit commençait à tomber. La ville était un monstre de lumière et de bruit. Un labyrinthe intimidant. J'ai pris le métro. Ma première destination, Montmartre. Le quartier des artistes. Des musiciens de rue. C'était le genre d'endroit qui l'attirerait. Qui nourrirait son âme romantique. J'ai passé des heures à arpenter les rues pavées. De la place du Tertre au Sacré-Cœur. Montrant sa photo à des portraitistes. Des serveurs de café. Des jeunes avec des étuis à guitare. Rien. Juste des regards vides et des secouements de tête. La nuit était froide. Et le désespoir commençait à me glacer les os. J'avais fait une erreur. Elle n'était pas là. J'avais suivi une intuition stupide. Et pendant ce temps, elle pouvait être n'importe où. Épuisée, je me suis assis sur les marches d'un escalier. La tête entre les mains. Mon téléphone a sonné. C'était Sophie. Des nouvelles? Sa voix était à peine un murmure. Non. Rien. Et toi? La police a regardé les vidéos de la gare à Lyon. Ils l'ont vue. Elle a acheté un billet de bus. Pour Marseille. Marseille. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. J'avais tout faux. Complètement. Elle n'avait pas suivi son rêve. Elle avait fui dans la direction opposée. Elle avait été plus maligne que moi. Elle savait que je penserais à Paris. Paul? Tu es là? Je suis à Paris. Sophie. J'ai pris le train. Un long silence. Je pouvais sentir sa pitié à travers le téléphone. Rentre à la maison? Paul? A-t-elle dit doucement. S'il te plaît. Rentre. J'ai raccroché. J'étais un idiot.
Un père arrogant qui pensait connaître sa fille mieux que personne. Je me suis levée et j'ai regardé les lumières de Paris. C'était la ville de ses rêves. Et j'étais là. Seule. Tandis qu'elle était à l'autre bout du pays. Fuyant tout ce qu'elle avait connu. J'ai pris le dernier train pour Lyon. Le voyage de retour a été encore pire que l'aller. La culpabilité était un poids écrasant sur mes épaules. J'avais non seulement brisé ma fille, mais j'avais aussi perdu sa trace, la laissant seule et vulnérable. Quand je suis rentrée à l'appartement, au milieu de la nuit, les lumières étaient allumées. Sophie était assise sur le canapé, une couverture sur les genoux, attendant. Il y avait 2 tasses de café sur la table basse. Une pour elle, une pour moi. Elle ne m'a pas posé de questions. Elle n'a pas dit « je te l'avais dit ». Elle a juste regardé mon visage épuisé et a dit « la police de Marseille est prévenue. Ils la cherchent ». Je me suis assis à côté d'elle. Pas trop près, mais pas trop loin non plus. Pour la première fois depuis des semaines, le silence entre nous n'était pas hostile. C'était un silence partagé. Un silence de parents terrifiés. Pourquoi Marseille ? Ai-je demandé ? Plus à moi-même qu'à elle. Ma sœur ? A-t-elle répondu doucement. Ma sœur y a vécu pendant des années avant de partir au Canada. Léa l'adorait. Elle y a passé des vacances quand elle était petite. C'est le seul autre endroit qu'elle connaît un peu. Bien sûr. Sa tante. Un souvenir d'enfance. Un refuge. C'était logique. Tellement plus logique que mon idée de Montmartre. Nous sommes restés assis comme ça pendant des heures, buvant du café froid, attendant un appel qui ne venait pas. La colère, les reproches, tout avait disparu. Il ne restait que la peur. La peur brute et primale de perdre son enfant. Vers l'aube, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai décroché d'une main tremblante. Monsieur Fournier ? C'est le commissariat de Marseille. Nous avons une bonne nouvelle. Nous avons retrouvé votre fille. Le soulagement a été si violent que j'ai presque laissé tomber le téléphone. J'ai fermé les yeux, remerciant un Dieu auquel je ne croyais même pas. Sophie m'a attrapé le bras, ses yeux implorant une réponse. J'ai hoché la tête. Elle va bien ? Ai-je réussi à articuler ? Oui. Elle va bien. Un peu secouée. Mais saine et sauve. Elle était dans un foyer pour jeunes. Elle s'y est présentée d'elle-même il y a quelques heures, quand son argent a été épuisé. Elle est ici. Avec nous. Elle ne veut parler à personne pour le moment. On arrive. Ai-je dit ? Dites-lui qu'on arrive. J'ai raccroché et je me suis tournée vers Sophie. Ils l'ont trouvée. Elle va bien. Nous nous sommes regardés. Et pour la première fois depuis cette nuit terrible, nous n'étions plus 2 étrangers partageant un appartement. Nous étions de nouveau des parents. Des parents brisés, mais des parents quand même. La route vers Marseille serait longue. Et la route pour réparer ce que nous avions cassé serait encore plus longue. Je ne savais même pas si c'était possible. Mais pour l'instant, elle était en vie. C'était la seule chose qui comptait. Le voyage en voiture jusqu'à Marseille a été baigné d'une lumière irréelle. Le soleil du petit matin filtrait à travers le pare-brise. Mais je ne ressentais aucune chaleur. Sophie était assise à côté de moi. Silencieuse. Regardant le paysage défiler sans le voir. Nous n'avons pas parlé. Il n'y avait rien à dire. Tous les mots avaient déjà été prononcés. Toutes les accusations avaient été faites. Il ne restait que le poids de nos actions et le mince espoir de retrouver un semblant de ce que nous avions perdu.
Marseille était une explosion de couleurs et de bruits, si différente de la discrétion bourgeoise de Lyon. La lumière crue de la Méditerranée semblait tout exposer, ne laissant aucune place aux ombres. C'était peut-être ce que Léa était venue chercher, un endroit où elle ne pouvait plus se cacher, ni cacher ses sentiments. Le commissariat était un bâtiment austère près du Vieux-Port. En entrant, j'ai eu l'impression que tous les regards se tournaient vers nous. Nous étions ces parents-là. Ceux qui avaient laissé leur fille dériver jusqu'à ce qu'elle s'échoue sur les rivages d'un foyer pour jeunes. Un inspecteur nous a accueillis. Un homme d'une 50aine d'années au visage fatigué mais bienveillant. Il nous a conduits dans un petit bureau qui sentait le café froid et les dossiers en papier. « Elle est dans la pièce à côté ?» a-t-il dit. Avec une psychologue. Comme je vous l'ai dit au téléphone. Elle va bien physiquement. Elle a eu peur. Elle a eu froid. Elle a eu faim. Mais elle est en sécurité. Est-ce qu'elle veut nous voir ? A demandé Sophie. Sa voix à peine un souffle. L'inspecteur a hésité. Elle refuse de vous parler. À tous les deux. Elle dit qu'elle n'a plus de parents. Les mots étaient professionnels, mais ils nous ont frappés comme des pierres. Sophie a étouffé un sanglot. Je suis restée impassible. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est encore brisé. Elle est mineure ? Ai-je dit. Ma voix plus ferme que je ne la ressentais. Elle doit rentrer avec nous. Légalement. Oui. Mais forcer les choses maintenant ne fera qu'empirer la situation. La psychologue suggère une approche différente. Elle pense que Léa pourrait accepter de parler à l'un d'entre vous. Mais pas aux deux en même temps. Vous allez devoir choisir. Sophie et moi nous sommes regardés. C'était un test. Un choix impossible. Qui de nous deux avait fait le moins de mal ? Qui avait la plus petite chance de franchir le mur de silence qu'elle avait érigé ? C'est Sophie qui a parlé la première. Vas-y. Paul. J'ai froncé les sourcils. Surpris. Pourquoi ? Elle te déteste probablement moins que moi. Non. A-t-elle dit en secouant la tête ? Une tristesse infinie dans le regard. Ma trahison est plus ancienne ? Plus profonde. J'ai menti pendant des années. Toi. Tu as agi. Cruellement. Mais tu as agi pour la protéger. Peut-être qu'une partie d'elle le sait. Peut-être qu'elle a besoin d'entendre la vérité de ta bouche. La vérité sur ce que tu as fait. Et pourquoi ? Je ne savais pas si elle avait raison. Mais en regardant son visage défait, j'ai compris qu'elle n'avait plus la force de se battre. Elle me cédait sa place. Non pas par conviction, mais par épuisement. J'ai hoché la tête. L'inspecteur m'a conduit à une porte. Elle est juste derrière. Soyez patient. N'élevez pas la voix. Et surtout, soyez honnête. J'ai poussé la porte et je suis entrée. Léa était assise sur une chaise, le dos tourné à la porte, regardant par la fenêtre qui donnait sur une cour intérieure grise. La psychologue, une femme douce au sourire rassurant, s'est levée. « Je vous laisse. » a-t-elle murmuré. « Prenez votre temps. » Elle est sortie, fermant la porte derrière elle. Je me suis retrouvée seule avec ma fille. Elle ne s'est pas retournée. Elle portait les mêmes vêtements que la veille. Ses cheveux étaient emmêlés. Elle semblait si petite. Si fragile. Toute la colère et le défi avaient disparu, laissant place à une vulnérabilité qui me tordait le cœur. Je me suis approchée et je me suis assis sur la chaise à côté d'elle. En silence. Je ne l'ai pas regardée. J'ai regardé par la fenêtre avec elle. Pendant de longues minutes, nous sommes restés là.
Deux étrangers observant un mur de briques. Finalement. C'est moi qui ai brisé le silence. J'ai eu peur. Ai-je dit doucement. Quand j'ai vu ta lettre. C'était la pire peur de toute ma vie. Elle n'a pas réagi. Je suis allée à Paris. Ai-je continué. J'étais sûre que tu irais là-bas. Je me suis trompée. Je me suis trompée sur beaucoup de choses. Elle a tourné la tête et m'a regardée pour la première fois. Ses yeux étaient vides de larmes. Vides de tout. C'était presque pire. Pourquoi? A-t-elle demandé. Savoir Hawk. La question était simple. Mais elle contenait tout. Pourquoi le piège? Pourquoi l'argent? Pourquoi la trahison? Parce que je ne savais pas comment faire autrement. Ai-je répondu? En la regardant droit dans les yeux. Je t'avais déjà perdu? Léa. Tu ne m'écoutais plus. Tu ne me croyais plus. Tu avais choisi quelqu'un d'autre. Et cet homme allait te détruire. Tu ne sais rien de lui. Je sais que c'était un criminel. Je sais qu'il avait déjà fait ça à d'autres filles. Je sais qu'il ne t'aimait pas. Il aimait l'idée de l'argent qu'il pouvait obtenir grâce à toi. Et toi? A-t-elle rétorqué. Une étincelle de l'ancienne colère brillant dans ses yeux. Tu voulais me vendre. Je l'ai entendu. C'était le moment de vérité. Je pouvais essayer de me justifier. De minimiser. Mais l'inspecteur avait raison. Il fallait être honnête. Oui. Ai-je dit. J'ai dit ces mots. Chaque mot était un mensonge. Mais je les ai prononcés. C'était le seul moyen de le faire tomber dans le piège. Le seul moyen pour que la police l'arrête. C'était un plan horrible. Cruel. Et il t'a blessé au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande juste de comprendre. Je ferai n'importe quoi pour te protéger. Même si ça veut dire que tu me détesteras pour le reste de ta vie. Elle a détourné le regard, retournant à sa contemplation du mur de briques. Maman a menti? A-t-elle murmuré. Pendant toutes ces années. Ce n'était pas une question. C'était une constatation. Oui. Ai-je confirmé. Elle a fait une terrible erreur. Et elle n'a jamais eu le courage de la réparer. Alors. Tu es. Elle n'a pas pu finir la phrase. Je suis ton père. Léa. J'ai dit les mots avec une certitude que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai peut-être échoué de 1000 manières. J'ai été trop strict. Trop silencieux. Trop maladroit. Mais je suis l'homme qui t'a tenu dans ses bras quand tu es né. Je suis l'homme qui a changé tes couches. Qui a veillé quand tu étais malade. Qui t'a appris à faire du vélo. Je suis ton père. Rien ni personne ne pourra jamais changer ça. Ce n'est pas le sang qui fait un père. Léa. C'est le temps. C'est l'amour. C'est la présence. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Des larmes silencieuses. Elle ne sanglotait pas. Elle pleurait simplement la perte de son innocence. La fin de son enfance. Je ne sais plus quoi croire. A-t-elle chuchoté. Je sais. J'ai hésité. Puis j'ai tendu la main. Sans la toucher. La paume ouverte. Un geste d'invitation. Pas d'obligation. Tu n'as pas besoin de croire en quoi que ce soit pour le moment. Tu as juste besoin de rentrer à la maison. Laisse-nous prendre soin de toi. Laisse-nous essayer de réparer les choses. Elle a regardé ma main. Puis mon visage. Je n'ai pas scié. Je lui montrais ma propre vulnérabilité. J'étais aussi perdue qu'elle. Après ce qui a semblé une éternité. Elle a lentement.
Très lentement. Posait sa main dans la mienne. Son contact était froid. Fragile. Mais il était là. C'était un début. Un minuscule. Fragile début. Le retour à Lyon a été aussi silencieux que l'aller. Mais le silence était différent. Il n'était plus hostile. Il était pensif. Presque sacré. Léa était assise à l'arrière. Endormie. Épuisée par l'épreuve. Sophie conduisait. Je la regardais de temps en temps. Nous avions récupéré notre fille. Mais notre couple, lui, était toujours en ruine. Quand nous sommes arrivés à l'appartement, j'ai porté Léa, endormie, jusqu'à sa chambre. Je l'ai bordée comme quand elle était petite. En sortant, j'ai vu Sophie debout dans le couloir, me regardant. Merci, Paul, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. J'étais trop fatiguée pour la gratitude, trop vide pour le pardon. Je suis allée dans le salon. Le sac de sport avec les faux billets était toujours là où je l'avais laissé. Comme un rappel sordide de ce que j'avais dû faire. Je savais que la bataille n'était pas finie. Retrouver Léa n'était que la première étape. Maintenant commençait la longue reconstruction. Mais en regardant la porte fermée de sa chambre, je me suis demandé si on pouvait vraiment reconstruire sur des cendres. Les semaines qui ont suivi notre retour de Marseille ont été étranges. Nous vivions comme trois fantômes dans notre propre appartement. Nous croisant dans les couloirs sans un mot. Partageant des repas dans un silence si lourd qu'il en devenait assourdissant. Léa avait commencé à voir la psychologue recommandée par la police. Elle allait à ses rendez-vous avec une régularité stoïque. Mais ne parlait jamais de ce qui s'y disait. Elle avait repris le chemin du lycée. Se plongeant dans ses révisions pour le bac avec une intensité presque effrayante. C'était sa nouvelle armure. Un rempart de travail pour tenir le chaos à distance. La colère avait disparu de son regard. À sa place, il y avait une tristesse insondable. Une maturité précoce qui lui avait volé ses dernières années d'insouciance. Elle ne m'adressait que rarement la parole. Et seulement pour des questions pratiques. Il n'y avait plus de défis. Plus de rébellion. Juste un vide poli. Avec Sophie. C'était encore pire. Elle l'ignorait presque complètement. Comme si sa mère était devenue invisible. Chaque tentative de Sophie pour engager la conversation se heurtait à un mur de silence. Sophie, de son côté, dépérissait. La culpabilité la rongeait de l'intérieur. Elle marchait sur la pointe des pieds, effrayée de faire le moindre bruit, de dire la mauvaise chose. Elle essayait de se racheter par de petits gestes, elle préparait les plats préférés de Léa. Qui restait à peine touché. Elle lui achetait des livres. Qui restait non lus sur son bureau. Chaque geste était une tentative de pardon qui n'arrivait jamais. Et moi? J'observais tout cela depuis ma tour d'ivoire de douleur silencieuse. J'avais sauvé ma fille. Mais j'avais détruit ma famille. La question tournait sans cesse dans ma tête, avais-je fait le bon choix? La fin justifiait-elle les moyens? Chaque fois que je croisais le regard vide de Léa. Je n'en étais plus si sûre. Un soir, j'étais dans mon bureau. Essayant de me concentrer sur des bilans financiers qui me semblaient absurdement futiles. J'ai entendu un son. Un son que je n'avais pas entendu depuis des mois. C'était une guitare. Doucement. Maladroitement. Quelqu'un jouait quelques accords dans la chambre de Léa. C'était une mélodie simple. Hésitante. Pleine de fausses notes. Mais c'était de la musique. Je me suis levée et je me suis approchée de sa porte. Sans faire de bruit. Je n'ai pas osé frapper. Ni entrer. Je suis juste restée là. Dans le couloir.
À écouter. Elle ne jouait pas l'une de ses compositions sombres et colériques d'avant. C'était quelque chose de nouveau. Une mélodie fragile. Pleine de tristesse. Mais avec une petite lueur d'espoir à l'intérieur. J'ai compris que c'était sa façon à elle de parler. De penser ses plaies. Le son s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé. Je suis retournée à mon bureau. Le cœur un peu moins lourd. C'était un signe. Minuscule. Mais c'était un signe. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une vieille guitare classique dans un placard. Une que j'avais achetée il y a longtemps. Pensant apprendre à en jouer. Avant que la vie et le travail ne prennent le dessus. Elle était couverte de poussière. Les cordes détendues. Je l'ai sortie. Je l'ai nettoyée méticuleusement. J'ai passé la soirée à regarder des tutoriels en ligne. À essayer de l'accorder. Mes doigts malhabiles protestant contre ce travail inhabituel. Le lendemain, je l'ai laissée dans le salon. Simplement posée contre un mur. Je n'ai rien dit. Quand Léa est rentrée du lycée, elle s'est arrêtée en la voyant. Elle l'a regardée pendant un long moment. Puis, sans un mot, elle l'a prise, s'est assise sur le canapé et a commencé à jouer. Elle a joué la même mélodie fragile que l'autre soir. Sophie est sortie de la cuisine et nous sommes restés là, tous les deux, à l'observer. Elle ne nous regardait pas. Elle était dans son monde. Mais pour la première fois, elle partageait ce monde avec nous. Dans la même pièce. La vraie conversation a eu lieu une semaine avant les épreuves du bac. J'étais seule dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Léa est entrée. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Sa voix était calme, posée. J'ai éteint le feu et je me suis tournée vers elle. D'accord. Elle s'est assise à la table de la cuisine, à la même place où elle s'asseyait quand elle était enfant et me regardait cuisiner. J'ai beaucoup réfléchi. A-t-elle commencé? À tout. À toi. À maman. À Julien. Elle a prononcé son nom sans aucune émotion. Comme s'il s'agissait d'un personnage d'un livre qu'elle avait refermé. Ce qu'il a fait. C'était mal. Il m'a manipulée. Je le sais maintenant. Et ce que tu as fait? Elle a fait une pause, cherchant ses mots. C'était brutal. Ça m'a fait plus mal que tout ce qu'il aurait pu me faire. Mais je crois que je commence à comprendre pourquoi tu l'as fait. Je suis resté silencieux, la laissant parler. Je ne peux pas te pardonner? A-t-elle dit. Et mon cœur s'est serré. Pas maintenant. Peut-être jamais. Et je ne sais pas si je pourrai un jour pardonner à maman. Ce qu'elle a fait. Ça a tout cassé. Elle a levé les yeux vers moi. Mais je ne te déteste plus. Je suis juste. Triste. Triste pour nous. Pour tout ce qu'on a perdu. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des années. Et ça faisait mal. Mais c'était une douleur saine. Une douleur propre. Moi aussi. Je suis triste. Léa. Ai-je répondu. Et je suis désolée. Pas pour ce que j'ai fait. Mais pour la douleur que ça t'a causée. Ce soir-là. Quelque chose a changé. La glace s'était fissurée. Ce n'était pas une réconciliation. Loin de là. C'était une trêve. L'acceptation d'une réalité brisée. Quelques jours après, j'ai eu une discussion avec Sophie. Nous étions assis dans le salon. Tard le soir. Après que Léa soit allée se coucher. Je vais partir. Paul. A-t-elle dit doucement. Je n'étais pas surpris.
Je m'y attendais. Je crois que c'est mieux comme ça. Pour tout le monde. Léa a besoin d'espace pour guérir. Et elle ne le pourra pas tant que je serai là. À lui rappeler constamment le mensonge. Et toi? Tu mérites mieux qu'une vie passée à côté d'un fantôme. Où iras-tu? J'ai trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville. J'ai besoin de me reconstruire. Seule. De comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je n'ai pas essayé de la retenir. Nous étions arrivés au bout de notre histoire. Il n'y avait plus de colère entre nous. Juste une profonde mélancolie. Nous avions partagé une vie. Élevé une enfant. Mais l'amour, s'il avait jamais été assez fort, avait été empoisonné il y a bien longtemps. Elle est partie le week-end suivant. Léa l'a regardé partir depuis la fenêtre de sa chambre. Sans un mot. Sans un geste. Je me suis retrouvée seule avec ma fille dans un appartement soudainement trop grand. Le temps a passé. Léa a eu son bac. Avec mention. Je n'ai jamais été aussi fière. Elle a décidé de ne pas aller à Paris. Elle s'est inscrite à l'université de Lyon. En musicologie. Elle voulait comprendre la musique. Pas seulement la jouer. Notre relation s'est lentement transformée. Nous avons trouvé un nouvel équilibre. Fait de petits moments partagés. Des discussions sur ses cours. Des films regardés en silence sur le canapé. Parfois même une promenade le long des quais de Saône. Nous ne parlions jamais du passé. C'était une terre brûlée que nous évitions de traverser. Mais nous construisions quelque chose de nouveau sur ses frontières. Un respect mutuel. Une affection tranquille. Je ne sais pas si elle me pardonnera un jour. Je ne sais pas si notre famille sera un jour vraiment réparée. Le mot lui-même semble faux. On ne répare pas ce genre de blessures. On apprend à vivre avec les cicatrices. Léa apprend à vivre avec les siennes. Et moi aussi. Parfois. La nuit. Quand je ne dors pas. Je repense à cette image. Le visage de ma fille. Illuminé par les gyrophares. Et je me dis que j'ai peut-être perdu ma famille cette nuit-là. Mais je n'ai pas perdu ma fille. Et dans le grand livre de contes de ma vie. C'est la seule ligne qui importe vraiment. Ce qui était vrai. Ce n'était pas le sang. Ni les mensonges. Ce qui était vrai. C'était ce choix. Dans ce parking sombre. Le choix d'un père. Et c'est une vérité avec laquelle je peux vivre.